Merci, merci madame, mes chers amis. Alors, je vais vous faire un résumé des dernières recommandations sur l'évaluation et sur le management des patients cardiaques, des patients qui sont cardiaques et qui vont en chirurgie non cardiaque. Et ce qui est extrêmement important, c'est de savoir que l'acte chirurgical en lui-même comprend un certain nombre de perturbations, d'éléments. Par exemple, il va y avoir le patient lui-même qui va présenter un certain nombre de facteurs de comorbidité, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, des perturbations, des troubles dynamiques au cours de l'intervention qui peuvent être de l'hypoxie, de l'hypotension, un risque de saignement, des perturbations hémodynamiques comme une arythmie, des arythmies ou des compensations. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est l'épée de Damoclès que nous avons toujours sur la tête, cette évaluation risque ischémique hémorragique. Quel est le risque thrombomolique pour un patient, thrombotique, et quel est son risque hémorragique. Et bien entendu, l'essentiel de la médecine, vous savez bien, c'est de ne pas nuire. Nous avons à évaluer deux types de choses extrêmement importantes. Une évaluation horizontale, qui est le patient, qui est centrée sur le patient. Est-ce que c'est un patient à bas risque, à risque intermédiaire ou à risque élevé? Et l'acte chirurgical qui va être développé, est-ce que c'est un acte chirurgical à bas risque, à risque modéré ou à risque élevé? Il est clair qu'on ne peut pas comparer deux types de personnes. Une personne qui va subir une chirurgie à bas risque et qui est lui-même à bas risque par rapport à quelqu'un qui, par exemple, a fait un infarctus, une insuffisance cardiaque, une dysfonction ventriculaire gauche et qui va subir une intervention lourde. Et je vais centrer essentiellement mon topo sur la place des anticoagulants, des antiplaquettaires et des anticoagulants directs. Vous savez que nous utilisons tous les jours l'aspirine, du clopidogrel, du prasugrel, du ticagrelor, et chacun des antiplaquettaires a sa propre pharmacocinétique, sa demi-vie, sa durée d'action. Par exemple, si on parle juste de durée d'action, pour l'aspirine, c'est 7 à 10 jours, pour le clopidogrel, de 3 à 10 jours, pour le prasugrel, 7 à 10 jours, et pour le ticagrelor, 3 à 5 jours, avec une demi-vie qui va donc varier d'une molécule à une autre. Et surtout, n'oublions pas les interactions médicamenteuses et la biodisponibilité. Par exemple, si on prend l'aspirine, la biodisponibilité est de 50%, le clopidogrel 50% et le prasugrel a une biodisponibilité plus importante. Si on va vers les anticoagulants oraux directs, que nous utilisons bien sûr de plus en plus, et donc aujourd'hui, la prescription des antivitamines K a tendance à baisser par rapport à la prescription des NOAC. Donc nous devons tenir compte de la voie d'administration orale pour l'apixaban, le dabigatran, les doxaban, par rapport à la biodisponibilité qui est de 50% par exemple pour l'apixaban, par les interactions médicamenteuses, par les cytochromes à travers lesquels passe l'anticoagulant, et la demi-vie. Donc la demi-vie de 12 heures par exemple pour l'apixaban, ce qui explique sa prise en 2 fois, et la durée d'action, en général, l'apixaban, le dabigatran et le doxaban, et le rivaroxaban, 24 heures. Alors au Maroc, nous avons bien sûr l'apixaban, le dabigatran et le rivaroxaban. Alors l'apixaban, par exemple, en termes de biodisponibilité de 50%, avec une élimination de 73% hépatique et de 27% rénale. Le dabigatran, il est de 80% rénal et 20% hépatique, et le rivaroxaban, 35% rénal et 65% bien sûr hépatique. Alors, il est très important quand on prescrit un anticoagulant de tenir compte des interactions médicamenteuses et en particulier des antiarythmiques, l'amiodarone et la dronédarone, et vous voyez qu'on est dans le rouge pratiquement par rapport à l'association du dabigatran, dronédarone. Donc, ce qui est extrêmement, il faut faire extrêmement attention. Il faut bien voir est-ce que le patient ne risque pas d'interaction médicamenteuse. Alors, revenons au risque hémorragique de la chirurgie. Je pense qu'il est important qu'on regarde par rapport à la chirurgie que va subir le patient, quel est son risque chirurgical. C'est-à-dire que s'il va subir une cataracte, un glaucome, une extraction dentaire, une 3 dents, un implant, une procédure gingivale, une endoscopie sans biopsie, donc ou une incision dans l'abcès, c'est un patient, c'est une chirurgie à bas risque d'hémorragie. Je parle du risque hémorragique.
Par contre, lorsqu'on va subir une cholécystectomie, une chirurgie endoscopique avec biopsie, une gastroscopie, une colonoscopie ou une intervention orthopédique, c'est généralement une chirurgie à risque modéré de saignement. Les grandes chirurgies à risque d'hémorragie importante sont les chirurgies abdominales, par exemple hépatiques, les chirurgies neurologiques, neuronales, intracrâniales, spinales, les chirurgies orthopédiques majeures, les chirurgies avec biopsie rénale ou prostatique, les chirurgies du côlon, la polypectomie, la chirurgie thoracique, tout ça, ce sont des chirurgies à haut risque hémorragique. Et donc, toujours, quand votre patient, le patient est devant vous, ou vous appelle au téléphone, n'oubliez pas toujours ces deux pôles extrêmement importants, qui est le risque hémorragique et qui est le risque thrombotique. Et à partir de là, vous allez sortir avec une attitude qui dépendra du cas de chacun. Alors, par exemple, si votre patient a eu déjà une dilatation coronaire, en général, il faut attendre 6 mois. S'il a eu un syndrome coronaire aigu, il faut attendre en moyenne 12 mois. Alors, généralement, quand le patient a eu une angioplastie, le temps minimum qu'il faut attendre au moins 1 mois, ce qui est très important. Et puis, il est recommandé, bien sûr, quand le patient a une double antiagrégante plaquettaire, un double traitement, aspirine plus inhibiteur P12 et Y2A, à ce moment-là, il faut absolument discuter avec l'anesthésiste et bien sûr avec le chirurgien pour prendre la bonne décision. Alors, quand vous avez quelqu'un qui a eu un syndrome coronaire aigu, il faut en moins, et qui a eu une dilatation coronaire, 3 mois. 3 mois, vous différez l'intervention de 3 mois. Et le mieux, c'est 1 année. Quand le patient a été dilaté sans passer par un syndrome coronaire, à ce moment-là, on va attendre 1 mois sous traitement biplaquettaire, et le mieux, c'est d'attendre 6 mois. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il faut au moins 1 mois. C'est le premier mois où il y a le maximum de risque de thrombose de stent. C'est là le plus important. Et quand vous dépassez le 1 mois, c'est-à-dire quand vous allez entre 30 et 90 jours, le risque diminue. Et quand vous allez sur 6 mois, 1 année, le risque va diminuer. Donc, il est très important, au moins, quand vous sortez, quand vous dilatez pas quelqu'un en urgence, il faut peut-être attendre, pas peut-être, mais sûr, attendre 1 mois au minimum et 3 mois, ou 6 mois dans l'idéal. Et quand le patient a subi, qui a eu un syndrome coronaire aigu dilaté en urgence, à ce moment-là, 3 mois minimum et 1 année optimale. Mais ça, je parle de la chirurgie non élective, c'est-à-dire la chirurgie non urgente ou la chirurgie semi-urgente. Quand il s'agit d'une chirurgie urgente, à ce moment-là, c'est l'urgence vitale qui va l'emporter. Si vous êtes devant une perforation, une péritonite, ou vous avez une perforation d'ulcère, ou une chirurgie où il faut agir rapidement, à ce moment-là, il faut y aller rapidement. Alors tout ça, on se base sur les études qui ont été menées avec le double traitement antiplaquettaire. Et vous savez que la tendance actuelle sur le traitement biplaquettaire, c'est de raccourcir ce traitement biplaquettaire, en particulier chez les personnes qui ont été dilatées en dehors du syndrome coronaire, et de réduire à 1 mois où on a un double traitement antiplaquettaire. Et au lieu de faire le relais par l'association aspirine-clopidogrel, gardez le clopidogrel parce qu'on le sait bien, ce qui fait le saigner le plus, c'est l'aspirine. Et on voit par exemple dans MasterDapt, 36,5% pour les syndromes coronaires sans sujet segment ST et 12% de STEMI. À ce moment-là, on voit bien que la stratégie 1 mois par rapport à continuer un traitement au moins 12 mois, au moins 2 mois, on voit clairement qu'il n'y a pas de différence avec un surrisque d'hémorragie quand vous continuez le traitement biplaquettaire. Et quand vous comparez 1 mois par rapport à 12 mois, on trouve toujours le même résultat, pratiquement la même évaluation du point de vue, le même risque ischémique, mais un peu plus de risque hémorragique si vous prolongez le traitement biplaquettaire. Voici StopDapt, ça c'est dans les syndromes coronaires aigus, où on trouve que finalement, donner un traitement biplaquettaire 1 mois ou 12 mois, c'est pratiquement la même chose. Donc on a tendance aujourd'hui à raccourcir le plus possible ces traitements biplaquettaires, et en particulier l'association à l'aspirine qui augmente le risque hémorragique. Alors, si vous décidez d'interrompre le traitement PDI2Y12A, c'est-à-dire, par exemple, à ce moment-là, il faudrait arrêter le ticagrelor 3 à 5 jours, le clopidogrel, le fameux Plavix, 5 jours, et le prasugrel, 7 jours. Chez les personnes vous allez opérer à haut risque hémorragique, par exemple, une intervention intracrâniale ou spinale,
ou vitro-rénale, rétinienne, à ce moment-là, il est recommandé d'interrompre l'aspirine au moins 7 jours. Ce sont des niveaux de recommandation 1. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous interrompez les patients qui vont aller en chirurgie? Alors, quand on voit les patients qui vont aller en chirurgie, qui sont sous aspirine, à ce moment-là, on voit que clairement, il n'y a pas de différence entre donner en termes de risque de saignement hémorragique. Aspirine ou placebo, c'est la même chose. Et quand vous maintenez l'aspirine, bien sûr, que vous avez une angioplastie, vous maintenez l'aspirine avant une chirurgie, vous avez une diminution des risques hémorragiques, des risques ischémiques, et sans augmenter le risque hémorragique. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, si le patient est à faible risque, ou à risque hémorragique modéré, vaut mieux maintenir l'aspirine et ne pas l'arrêter avant la chirurgie. C'est ça ce que veulent dire les recommandations. Alors, quand vous êtes un patient qui a double traitement antiplaquettaire et vous allez l'opérer, alors vous allez vous demander quel est son risque hémorragique. Si le risque hémorragique est élevé, à ce moment-là, vous allez vous demander quel est son risque thrombotique. C'est-à-dire, est-ce qu'il a une angioplastie moins d'1 mois? Est-ce qu'il a une incident coronaire moins de 3 mois? Est-ce qu'il a un haut risque de thrombose de stent? À ce moment-là, si le patient est à haut risque ischémique et à haut risque hémorragique, à ce moment-là, vous allez bridger, c'est-à-dire vous allez être rapidement et vous allez aller avec du Congrelor, chose que nous n'avons pas malheureusement. Ou vous allez différer avec la chirurgie. Si le patient est à haut risque hémorragique, il n'est pas à haut risque thrombotique, à ce moment-là, vous continuez l'aspirine ou vous pouvez donc interrompre, bien sûr, si vous pouvez, interrompre en même temps le traitement, le ticagrelor 3-5 jours, le clopidogrel 5 jours et le prasugrel 7 jours. Voilà ce qu'il faut faire. Et puis, quand vous allez vers il faudrait y aller avec un haut risque ischémique et un haut risque hémorragique. À ce moment-là, vous allez bridger, vous allez faire le pont avec des médicaments comme comme le Congrelor, le Tirofiban, donc justement pour passer ce cap, opérer le patient. Vous voyez un peu l'arrêt du prasugrel en rouge, le clopidogrel, le ticagrelor en rouge. Vous faites un switch en intraveineux et puis vous opérez le patient et vous reprenez sans délai de 48 heures. Donc, le clopidogrel que vous allez reprendre, bien sûr. Alors, en général, le traitement s'il y a un haut risque de thrombose, à ce moment-là, vous reprenez le traitement antiplaquettaire au bout de 48 heures, sans dépasser 48 heures, assez rapidement, lorsque vous estimez que le risque hémorragique est faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand le patient est sous traitement antivitamine K ou NOAC? À ce moment-là, par exemple, tout à l'heure, un patient m'appelle, il est sous apixaban, il va subir une intervention à risque hémorragique, il va subir une intervention urologique que j'ai vu à risque hémorragique moyen. À ce moment-là, j'ai proposé d'arrêter 24 heures avant, bien sûr, 24 heures avant, l'apixaban, et il va être opéré et reprendre 6 heures après. 6 heures après, il va reprendre son apixaban. Si c'était une extraction dentaire, sans arrêt. Quand il s'agit d'un risque opératoire minime, on n'arrête pas, sans bridge, sans relais. Quand il s'agit d'un risque modéré ou risque moyen, à ce moment-là, on peut arrêter 24 heures. Et alors, par exemple, s'il va subir une extraction dentaire, il peut, s'il y a 1, 2, 3 dents, à ce moment-là, il peut prendre la veille l'apixaban du matin, ne pas le prendre le soir, faire son extraction dentaire et reprendre 6 heures après, prendre l'apixaban et ça se passera très bien. Donc aujourd'hui, nous allons raccourcir les délais d'arrêt du traitement NOAC et le chevauchement par héparine moléculaire ou par héparine non fractionnée et pratiquement, ce sera l'exception, sauf pour les porteurs de prothèses valvulaires ou les patients à très haut risque embolique, par exemple, qui ont déjà fait une EFA, qui ont dysfonction ventriculaire gauche ou qui ont eu un accident embolique. Alors, par exemple, si quelqu'un est sous anticoagulant, est-ce qu'il va subir, quel est son risque d'hémorragie? Si son risque est faible, à ce moment-là, on va continuer les antivitamines K et on va essayer de chercher un INR bas, moins de A2, par exemple, et le bridge, c'est-à-dire le relais, n'est pas nécessaire. Quand il est sous NOAC, c'est-à-dire sous anticoagulant direct, à ce moment-là, on fait un arrêt très très court, c'est-à-dire on va évaluer. Si le risque est très minime, pratiquement juste la prise du soir, et après on l'opère le lendemain. Si un risque modéré,
il peut éviter la prise 24 heures si on estime que le risque est un peu plus important, 48 heures en général. Mais sans relais, sauf pour les patients qui ont une prothèse mécanique, qui sont sous antivitamine K, à ce moment-là, on fait un bridge. Ou chez les patients qui sont sélectionnés, qui sont à très haut risque thromboembolique, à ce moment-là, on peut faire le bridge, c'est-à-dire le relais par héparine de bas poids moléculaire. Alors, si vous avez par exemple un patient qui est sous anticoagulant direct et qui a besoin d'une chirurgie urgente, à ce moment-là, vous arrêtez. Vous attendez, si vous pouvez attendre 12 heures, c'est bien. 6 heures, c'est bien. Mais quand l'urgence vitale est considérée, à ce moment-là, il faut y aller. Vous savez que le dabigatran, on a un antidote, l'édaruxizumab, donc on peut l'utiliser si on en a. Si, comme je l'ai dit, le risque hémorragique est minime, à ce moment-là, il ne faut pas interrompre le traitement NOAC. Et là, vous avez devant vous les différents risques majeur minime, risque hémorragique minime, risque hémorragique modéré, risque hémorragique élevé. Vous voyez que le temps d'interruption, et ce temps d'interruption des NOAC avant la chirurgie, en général, ça peut être no interruption, c'est-à-dire juste éviter la prise du soir, par exemple, pour l'apixaban, juste un jour par rapport à un risque hémorragique modéré, ou juste 2 jours par rapport à un risque hémorragique élevé. Et donc, il n'y a pas de relais. Et il n'y a plus cette règle d'arrêter les NOAC 5 jours, 6 jours, 7 jours, parce que ça fait trembler tout le monde. Vous voyez clairement les recommandations. Et puis, reprendre 6 heures après, pour les risques faibles. Pour les risques modérés, on peut reprendre 6 heures après ou 1 jour après. Et pour ceux qui sont à risque hémorragique, on peut donc attendre un peu 24-48 heures pour reprendre. Il faut bien sûr tenir compte de la fonction rénale pour l'arrêt, parce que, bien sûr, si plus vous avez une clearance de créatine basse, plus le risque hémorragique est plus élevé et ajouté au traitement anticoagulant. Donc, vous avez les règles par rapport au dabigatran, par rapport à l'apixaban, et voyez là, le degré d'altération de la fonction rénale. Alors, quand vous avez des risques hémorragiques importants et le malade sous NACO, à ce moment-là, vous avez soit un antidote, par exemple pour le dabigatran, soit vous pouvez utiliser du plasma frais congelé ou du plasma activé pour, bien sûr, diminuer l'effet des anticoagulants. Et là, devant vous, lorsque le patient va être, qui est sous NACO avec une avec une urgence, à ce moment-là, vous allez voir en plusieurs étapes. La première étape, quel est le degré d'urgence? La deuxième étape, c'est de checker sa coagulation et de checker le temps de prothrombine, l'anti-DIS-A, le DTT. Et donc, vous pouvez mesurer aussi l'activité du NOAC dans le sang. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir la dernière prise. Est-ce qu'une chirurgie à bas risque ou à risque élevé, et est-ce que c'est une chirurgie programmée ou urgente? Est-ce que vous avez besoin d'un médicament antidote? Et puis, bien sûr, vous allez rechecker et vous allez donc discuter ça avec l'anesthésiste pour avoir l'hémostase la plus correcte possible. Et donc, comme je l'ai dit, dans les risques de saignement mineur, pas d'interruption des anticoagulants. Donc, le relais par héparine de bas poids moléculaire ou par les héparines non fractionnées, normalement, on les fait uniquement chez les patients à haut risque, à très haut risque, et les porteurs de prothèses. Et chez les patients qui sont à risque minime, hémorragique minime, généralement, on attend 12 heures après la dernière prise. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que pour les prothèses mécaniques, comme je dis, pour les prothèses mitrales ou tricuspides, à ce moment-là, on est en droit, bien sûr, d'aller vers donc un relais par héparine de bas poids moléculaire ou par héparine non fractionnée. Et voici devant vous, quand le malade est sous acinocomarol, sous varfarine ou sous autre anticoagulant, comment on fait un bridge. En général, on arrête 3-4 jours, on fait un DTP-INR, et puis on met le malade sous héparine non fractionnée avec dernière prise 12 heures avant. On opère le malade et on reprend le traitement antivitamine K avec un délai dépassant les 12 à 24 heures. Alors,
Chez les patients, donc comme je l'ai dit, chez les patients, le relais, ça peut se faire soit par héparine de vapeur moléculaire, soit par héparine non fractionnée. En post-opératoire, il faut tenir compte de la thromboprophylaxie, en particulier des patients immobilisés, et on peut utiliser des héparines de vapeur moléculaire, des anticoagulants directs ou du Fondaparinux. Et bien sûr, nous n'oublions pas, toujours tenir compte d'un certain nombre de facteurs quand il s'agit de prescrire les anticoagulants. Bien sûr, il faut optimiser le traitement, tenir compte de l'implication des patients, du suivi des patients, du suivi à distance, de la prise en 1 ou 2 jours, de l'éducation des patients et des données que vous avez. Donc aujourd'hui, c'est la diapositive de la fin, c'est que nous avons un travail énorme à faire au niveau de la diffusion de ces recommandations. Et surtout, n'oubliez pas d'évaluer toujours dans votre tête risque ischémique, risque hémorragique, toujours les 2 éléments importants. Un, le patient, est-ce qu'il a un risque ischémique minime, modéré ou majeur, et qui est le risque de la chirurgie, et bien sûr le risque hémorragique. Et comme ça, vous allez avoir de bonnes options thérapeutiques, vous allez mieux protéger le patient. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les choses changent, et un certain nombre de dogmes que nous avons par la suite ont changé avec ces nouvelles recommandations. Je vous remercie. Oui, merci professeur Benis pour cette belle présentation.